Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart, tous les jours, du lundi au vendredi en direct. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va revenir évidemment dans nos rubriques habituelles autour du télétravail. On en parlera dans son job à travers l'entreprise Monster. Alors c'est une entreprise qui vous propose des offres d'emploi mais qui s'est transformée, qui s'est adaptée. On va en parler dans quelques instants avec l'une des responsables de l'entreprise. Smart et Réglo, votre rubrique juridique, l'inaptitude au travail. C'est un sujet épineux. Quelles sont les règles de droit? On en parle dans quelques instants avec l'avocate Sabrina Kemel. La pause café avec en point de mire évidemment la Saint-Valentin, ce sera dimanche. L'amour au bureau, est-ce qu'on peut rencontrer le grand amour au bureau? Je devais vous chanter une chanson et puis finalement je ne l'ai pas fait. Je le ferai tout à l'heure en présence de Fanny Griesmer. L'amour au bureau, c'est un sujet un peu tabou et on en parle sans détour avec Fanny. Ce sera dans la pause café. Le cercle RH, ce sont nos experts de Smart Job et on revient sur ce rapport de l'Association nationale des DRH. Il vient d'être dévoilé avec des chiffres intéressants. Une grande partie des entreprises, on va les commenter, ces chiffres évidemment, ne souhaitent pas licencier dans les 6 mois à venir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on parlera du confinement ou du reconfinement et de la position évidemment du pouvoir exécutif sur cette question évidemment sensible. Et puis dans le livre de Smart Job, on s'intéressera à la rhétorique à travers un livre passionnant. L'auteur sera avec nous. 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Oui, rien que ça, édition Erol, ce sera à la fin de notre émission. Et l'auteur sera avec nous. Tout de suite, c'est bien dans son job et on parle de la transformation de l'entreprise Monster. Bien dans son job, on parle, vous le savez, dans notre émission, beaucoup du télétravail. On suit son évolution et parfois, finalement, son caractère un peu chaotique. On fait le point avec la responsable de Monster France, la DRH de Monster France, Nelly Ray. Elle est avec nous par Skype. Bonjour Nelly. Bonjour. Vous nous parlez de Marseille, me semble-t-il? Oui, tout à fait. Je vous parle de mon bureau en télétravail d'ailleurs. En télétravail. Justement, d'abord, un petit mot pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes une entreprise d'offres d'emploi en ligne. Est-ce que votre transformation, celle dont on va parler dans quelques instants, elle est aussi liée au fait que vous voyez passer des annonces et des entreprises qui elles-mêmes se transforment? Est-ce qu'il y a un lien comme ça entre vos clients et votre propre entreprise? Alors, il y a bien sûr un lien entre nos clients et notre propre entreprise, mais il y a un lien très évident. Notre objectif principal, c'est que nos salariés soient dans les meilleures conditions de travail, et ça passe aussi par du télétravail, et c'est exactement la même réflexion pour nos clients. Donc, effectivement, ce lien est assez clair. À quel moment vous décidez chez Monster, et à travers les DRH, dont on parle beaucoup, les DRH qui sont en première ligne depuis mars dernier, vous n'avez pas arrêté depuis un an ou presque, à quel moment vous décidez de transformer réellement et de créer un accord télétravail? Alors, nous, on a un petit historique sur l'accord de télétravail. On a signé notre premier accord télétravail au 1er janvier 2020, donc avant toute cette pandémie, et on s'était mis d'accord sur 1 jour de télétravail par semaine avec nos organisations syndicales. Alors bien entendu, avec le confinement, on a mis tous nos salariés en télétravail, ou qu'ils soient en France ou à l'international de toute manière. Et ensuite, pendant l'année, et on va dire après le premier confinement, on a commencé à réfléchir avec nos organisations syndicales à la possibilité de garder les salariés basés à Marseille en télétravail 100%. Pourquoi ceux qui sont basés à Marseille? Tout simplement parce que ce sont des salariés qui travaillent avec l'international, qui ont des rôles de coordination de plusieurs pays, et ça s'y prêtait vraiment. On a vu qu'on avait eu des très bons résultats pendant le confinement, là où on était évidemment obligé d'être en télétravail, que ça apportait aussi un certain confort à nos salariés. Ils pouvaient mieux s'adapter sur leurs horaires de travail, travaillant pour plusieurs pays. Et donc, dans l'été, on a signé un accord télétravail 100% pour l'ensemble de nos salariés basés sur Marseille. Nelly, c'est ce qu'on appelle du full remote, pour utiliser ce mot qu'on utilise beaucoup ici dans l'émission Smart Job. Ça s'est bien passé? Il y a un accord qui est signé, vous l'avez signé, c'est une information importante. Est-ce que tous les salariés étaient prêts à passer en 100% télétravail? Parce qu'on a un débat et on l'a régulièrement ici. Beaucoup de salariés souhaitent quand même revenir au moins une journée sur leur lieu de travail. Alors, donc, tous nos salariés, évidemment, ont signé des avenants à leur contrat de travail, donc ils sont tous entièrement d'accord. Et c'est vrai que de temps en temps, ils aiment bien se retrouver
pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, aussi pour les moments, on va dire, un peu plus informels qu'on a dans la vie du travail. Donc, c'est quelque chose, une demande auquel on a accédé assez facilement, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on leur met à disposition des bureaux de coworking sur la base du volontariat. Et c'est pas forcément toujours les mêmes salariés qui viennent. Alors nous, c'est le jeudi qu'on a fixé comme jour où on peut aller faire du coworking. Certains le font, certains ne ressentent pas le besoin, tout dépend aussi de votre agenda. Si vous avez prévu d'être en visioconférence toute la journée, c'est pas forcément très opportun de venir faire du coworking, mais si on peut organiser des flux d'informations, des réunions, etc., on le fait sur cette journée-là. Nelly, il y a un débat sur la productivité, parce que c'est un vrai sujet. On a vu qu'il y a des secteurs aujourd'hui, et la ministre du Travail est intervenue en disant il y a près de 34% de salariés qui pourraient être en télétravail et qui ne le sont pas. Alors on voit que Monster est un bon élève. Vous avez choisi le 100% télétravail. Comment ça se passe en matière de productivité et en matière de management? C'est un élément important. Vos managers ont dû vous dire, moi je vais avoir des difficultés pour contrôler leur travail. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, ces difficultés, elles ont été soulevées directement lors du premier confinement, puisqu'on était quand même une société où on avait beaucoup de proximité, on aime travailler ensemble, on aime faire des réunions, on aime l'esprit start-up, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a pris à bras le corps. On a créé des modules de formation, évidemment en ligne, pour nos managers, qu'on a nommé Remote Leadership. Donc effectivement, ils pouvaient avoir accès à ces ressources où on leur expliquait comment est-ce qu'on gère la performance avec cette problématique de la distance. Et c'est surtout, on a mis en place un type de communication complètement différent de ce qu'on avait précédemment. On a mis tous les lundis, on a créé une réunion qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, où tous les salariés doivent se connecter. Et on échange, on donne des informations du court terme, du long terme. On a également mis en place avec notre direction globale une réunion qui s'appelle Ask Me Anything, demande-moi n'importe quoi, où n'importe quel salarié peut s'adresser à notre CEO et poser des questions à l'équipe dirigeante. Et ça marche? Ça marche, très bien. Ouais. On ose. Ils osent, des salariés, s'adresser au CEO en disant « Dites donc, là j'ai quand même un problème d'ordinateur, il faudrait penser à me changer le câble ». Alors, au départ, on a eu effectivement des petits blancs, et puis voilà, on a appris aussi. Donc, en fait, les salariés utilisent un chat où ils sont aussi anonymes. Donc, ils peuvent poser leurs questions de façon anonyme. Et on a une voix qui pose des questions directement à notre CEO, mais ça marche très bien. On fait des sessions Ask Me Anything de façon très récurrente et aussi avec plusieurs types de leaders, de manière à ce que voilà, on puisse s'adresser à notre chef informatique comme à notre CEO, à notre DRH monde, et ça fonctionne très bien. Oui, parce que les questions sur l'informatique et tous les problèmes de connexion et de Zoom ont dû évidemment être posés, parce qu'au départ, il fallait s'organiser. J'en profite, vous êtes la DRH de Monster, à la fois des entreprises françaises et internationales, des salariés qui sont dispatchés dans le monde entier. Quel est l'état du marché à aujourd'hui, à ce matin, chez Monster? Vous sentez une reprise? Il y a des secteurs qui redécollent? Comment ça se passe? Alors, on a vraiment, je dirais, un marché qui est segmenté. On a des entreprises, bien évidemment, qui sont fermées et qui ne pensent absolument pas à recruter dans les mois qui viennent. Et on a des secteurs qui ont complètement explosé et qui, au contraire, recrutent de façon incroyable et bien plus que sur les années précédentes. Je prendrai par exemple Amazon, qui a un plan de recrutement de plus de 3000 personnes qui est en train de lancer. Donc voilà, on a vraiment deux types d'entreprises. Et je crois que de manière générale aussi, on peut dire que les entreprises ont fait le maximum aussi pour garder leurs salariés, pour faire en sorte de pouvoir continuer l'activité et d'être prêts au moment où on va avoir la fameuse relance et où tout devrait repartir. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez mis en place les applications Calm et puis les 2 jours de congé bien-être, parce que ça doit mettre sous pression certains salariés dans ces secteurs qui sont en mouvement, non, j'imagine? Alors, effectivement, donc, pour nous, c'est très important de pouvoir s'assurer que nos salariés soient dans les meilleures conditions pour travailler et aussi qu'ils puissent de temps en temps mettre un petit coup de frein, parce que quand on est en télétravail, on peut travailler tout le temps. Et en plus, nous, on travaille à l'international, donc il y a toujours quelqu'un qui travaille chez Monster à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc effectivement, on a mis un plan qui s'appelle One Monster, One Family, qui permet en fait à nos salariés d'avoir un équilibre entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. On leur a effectivement offert 2 jours
de repos, qui ne sont pas des RTT, qui ne sont pas des congés payés, mais qui peuvent prendre quand ils veulent, juste en indiquant à leur manager. On leur a donné accès aussi à une application où ils peuvent faire de la relaxation, du yoga, à des moments où c'est nécessaire. On a essayé aussi de les aider au maximum avec leur emploi du temps, parce qu'on se retrouve très facilement en télétravail à avoir des réunions tout le temps. Donc on a dit le vendredi, on appelle ça Flexible Friday, on ne fait pas de réunion interne. Donc il se peut qu'on ait, comme aujourd'hui, des réunions ou des discussions avec des gens de l'externe, mais il n'y a pas de réunion interne. Donc je peux me concentrer sur mon travail, je peux reprendre peut-être du travail un peu plus de fond et un peu plus stratégique aussi quand j'en ai besoin. Merci Nelly, et puis pensez aussi à son week-end, parce qu'après tout, même chez Monster, on part en week-end et c'est aussi bien d'être dans une forme de douceur pour aborder un moment de repos. Merci Nelly Ray, DRH de Monster France. On l'a vu, c'est une entreprise qui travaille à 24 heures sur 24, parce que évidemment disséminée dans plusieurs pays du monde. C'était un plaisir de vous accueillir dans l'émission Smart Job. Vous reviendrez peut-être en présentiel lorsque vous pourrez quitter Marseille. On enchaîne Merci beaucoup Nelly. On enchaîne par notre rubrique Smart et Réglo. On s'intéresse à l'inaptitude au travail. C'est un sujet très complexe et on fait le point dans quelques instants avec Sabrina Kemel, notre invitée. Elle est avocate. Smart et Réglo, notre rubrique juridique focus tous les jours sur un sujet très précis. Alors aujourd'hui, on s'intéresse avec Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. C'est un plaisir de vous accueillir. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et en droit social. On s'intéresse à l'inaptitude au travail. Alors c'est une expression qui est parfois comme ça rentrée dans le langage commun, mais il est inapte au travail. Derrière, il y a des enjeux de droit qui sont importants. C'est quoi l'inaptitude au travail déjà? Ça peut être pour des problèmes de santé. Pour tout problème de santé, c'est quand le salarié ne va plus pouvoir travailler comme il travaillait avant, de façon... soit l'inaptitude va être prononcée de façon partielle, soit elle va être prononcée de façon totale. Donc, par un médecin? Bien sûr, c'est le monopole du médecin du travail. Donc, il y a un document officiel qui indique que ce salarié ne pourra plus effectuer les tâches pour lesquelles il était payé. Comment ça se passe ensuite? On le reclasse ou pas? C'est obligatoire? Alors, dès lors que cet avis d'inaptitude, parce qu'on parle d'un avis d'inaptitude est émis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être contesté, cet avis d'inaptitude, tant par l'employeur que par le salarié. Devant le Conseil de prud'homme, on a 15 jours pour le contester. S'il n'est pas contesté, de toutes les façons, l'employeur va devoir reclasser le salarié, à la condition que l'avis d'inaptitude autorise des reclassements, parce que vous avez certains avis d'inaptitude qui n'autorisent pas le reclassement. Ben oui. Donc, le salarié est inapte à toute autre activité. Le salarié est inapte à toute autre activité. Dans ce cas? Alors, dans ce cas, le salarié ne sera pas reclassé. Mais là où, si vous voulez, techniquement, pour les employeurs, il y a un danger, c'est qu'en fait, quand vous avez un avis d'inaptitude, le médecin du travail a la possibilité de cocher deux petites cases qui indiquent qu'en fait, aucun reclassement n'est possible et que l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement. Donc, dès lors que le médecin a coché l'une de ces deux cases, vous pouvez licencier votre salarié. Alors, motif, quel est le motif là? C'est un licenciement? C'est un licenciement pour inaptitude. Inaptitude. Ça existe, c'est une ligne qui existe, licenciement pour inaptitude. Bien sûr, licenciement pour inaptitude. Qui donne droit à tous les droits. Qui donne droit à des indemnités dont le montant va varier en fonction de si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Alors là, on arrive sur un point très très précis. Prenons le cas d'une personne qui avait une activité physique sur les chantiers, qui a le dos brisé et donc qui est en incapacité de pouvoir faire son travail. Et il se retourne contre l'entreprise en disant « Vous ne m'avez pas donné les conditions de travail nécessaires, des ceintures, des monts de charge électriques, donc il est en droit de se retourner contre l'entreprise. » Alors, il va être en droit... Et donc négocier. Oui, disons qu'une fois que son inaptitude professionnelle va être prononcée, déjà lui va avoir le droit à une indemnité qui est importante puisque c'est le double de l'indemnité de licenciement classique. L'indemnité est doublée en cas d'inaptitude professionnelle. Et par la suite, il peut très bien saisir le Conseil de prud'homme pour venir dire « Mon inaptitude, en réalité, elle est liée à la faute de l'employeur, donc je demande à ce que mon licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse. » Et donc là, il aura le droit à d'autres dommages et intérêts. Mais je découvre avec vous, parce que c'est un sujet extrêmement précis, que c'est une source de conflits. Il y a des conflits sur ces sujets d'inaptitude? Beaucoup de conflits? Bien sûr, il y a des conflits, parce que parfois, vous avez des inaptitudes qui sont déclarées, mais qui sont déclarées par le médecin du travail, qui ne sont pas d'origine professionnelle, en tout cas... ça peut être mental, parfois? Mais bien sûr, ça peut être mental, et le salarié va venir dire derrière, mais attendez, en réalité, moi, c'est lié... Si j'ai été déclaré inapte, c'est parce que vous m'avez harcelé, ou c'est lié au burn-out qui a été le mien. Donc, je conteste. Mais l'entreprise gagne jamais dans ce cas-là?
On peut toujours trouver. Non, mais je parle à l'avocate. Et là, évidemment, je vous pique. Évidemment que vous êtes là pour défendre les entreprises et vos clients. Mais en fait, le salarié peut toujours trouver un argument qui justifie le fait que ce n'est pas de sa faute, mais c'est l'entreprise qui l'a poussé dans cette situation physique ou mentale. On peut toujours trouver des arguments. Mais à partir du moment, si vous voulez, où vous venez dire mon inaptitude, elle est liée au harcèlement, en face, il faut quand même venir démontrer, il faut quand même que le salarié vienne démontrer que ce harcèlement, il en a parlé, qu'il s'est déjà plaint la médecine du travail, etc. etc. Donc c'est pas si simple. On peut pas venir dire comme ça, si vous voulez, tout d'un coup, c'est de la faute de l'employeur. Mais est-ce qu'il peut attaquer l'employeur? Parce que là, je vous ai piqué. Est-ce que l'avocate qui a un client employeur qui vous dit, moi j'ai un salarié qui m'apporte un certificat d'inaptitude, je n'y crois pas une seule seconde, il est venu là, pour le dire cash, pour toucher les indemnités, est-ce que l'employeur et l'avocat donc l'invite à se retourner contre le médecin du travail? Est-ce que c'est possible d'avoir ce conflit avec le médecin? Alors en fait, on n'aura pas de conflit avec le médecin. On va contester cet avis d'inaptitude pour dire vous le contestez médicalement, voilà. Bien sûr, on va le contester médicalement, il va y avoir une expertise médicale. Donc une contre-expertise que celle qui a été faite par le médecin. Tout à fait. Et donc là, la contre-expertise, c'est quoi le délai? Il se passe quoi? Il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois? Alors il va se passer, non, c'est assez rapide, on est entre 1 mois et 1 mois et demi. Le document arrive, la contre-expertise arrive, et elle vient contredire la première expertise du médecin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que l'avis d'inaptitude qui a été rendu par le médecin du travail est cassé, et donc on repart sur de nouvelles bases. On peut très bien avoir un nouvel avis d'inaptitude. Donc une fois qu'il y a un avis qui dit oui, un avis qui dit non, c'est un partout balle au centre. On s'appuie sur lequel? Alors non, parce que le Conseil de prud'homme, en fait, va juger justement. Parce que quand on va contester l'avis d'inaptitude, on va le faire devant le Conseil de prud'homme qui va diligenter une expertise via un médecin expert. Et donc c'est lui qui, in fine, rendra un jugement en disant l'avis d'inaptitude, le premier avis d'inaptitude, était ou non fondé. Donc ça veut dire que des salariés utilisent parfois la médecine du travail pour bénéficier d'un licenciement assez avantageux. Est-ce qu'on le lit de ce côté-là? Est-ce que c'est vu côté employeur? Et de l'autre côté, les salariés disent j'ai le droit aussi de considérer que je ne suis plus apte? Alors, disons que souvent, il arrive que certains salariés, se mettent d'accord. Je sens un peu embarrassé. Ouais. Non, mais se mettre d'accord, bien sûr, avec la médecine du travail pour être déclaré inapte. Après, la problématique, Arnaud, c'est que l'avis du médecin du travail ne va pas nous dire si c'est professionnel ou non. Donc, quand vous avez été arrêté pour accident du travail, on sait que l'inaptitude qui va suivre est probablement professionnelle. Il n'y a pas de doute. Mais si il n'y a pas eu d'arrêt en amont, en tout cas professionnelle, cette inaptitude-là, elle peut très bien être non professionnelle. Donc l'employeur peut aussi jouer là-dessus en disant je ne te payerai pas le doublement des indemnités, par exemple. C'est ça. C'est ce que tu recherchais. C'est ça. Mais souvent, les salariés veulent juste être licenciés et donc s'arrangent pour avoir un licenciement pour inaptitude. Il faut une base, bien sûr. Il faut un état de santé déjà qui est quand même détérioré. Il ne faut pas partir. Un état de santé, voilà, on est d'accord. Bien sûr. Les prud'hommes vont trancher. Donc, à l'aune de ces 2 analyses, qu'est-ce que dit le prud'homme? Imaginons que les prud'hommes donnent raison à l'employeur, ce qui doit arriver de temps à autre. L'employeur dit quoi ensuite? L'employeur, en fait... il réintègre le salarié ou il le licencie Non, en réalité, le salarié, si finalement l'avis d'inaptitude tombe, le salarié va continuer à exercer ses fonctions ou à être placé en arrêt comme il l'était auparavant. En revanche, si l'avis est confirmé, il va devoir être licencié. Et là où il faut aussi faire attention pour les employeurs qui nous écoutent, c'est que vous avez 1 mois en fait pour licencier le salarié ou pour le reclasser. Si vous ne l'avez pas fait dans ce délai d'1 mois, vous devez reprendre le paiement des salaires. Parce qu'à partir de l'avis d'inaptitude, le salarié n'est plus payé. Il doit être reclassé. Donc il y a un délai très court pour agir. Il y a un délai très court pour agir. Merci Sabrina Kemel, parce que c'est un sujet assez épineux, cette inaptitude, et qui est finalement, paradoxalement, source de conflit entre l'employeur et le salarié qui utilise à sa manière des méthodes dilatoires, en tout cas des méthodes subtiles, pour atteindre son but, qui est le licenciement. Mais vous savez, je crois que aussi, les employeurs aussi peuvent parfois utiliser certaines méthodes. Il ne faut pas... Voilà. Vous voyez, ne soyons pas angéliques. Je suis équilibré. Ne soyons pas angéliques, je suis d'accord. Et puis au prud'homme, ensuite, de trancher quand tout ça arrive jusqu'au prud'homme. Il y a des médiations, j'imagine, avant il y a des conciliations, il y a des bureaux de conciliation pour qu'on essaie de s'entendre et qui sont avantageux. Ce sera un bon sujet, la conciliation. Ouais. Pourquoi concilier dans le Conseil de prud'homme? Ça a des avantages. Je suis assez d'accord avec vous. On n'a pas assez évoqué encore le Conseil des prud'hommes et cette chambre avant l'arrivée devant les syndicalistes de prud'homo. Merci Sabrina Kemel d'être venue, avocate barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. C'est un focus sur l'inaptitude au travail. Alors là, on change de sujet. C'est la pause café avec Fanny Griesmer. Vous allez voir, c'est bientôt la Saint-Valentin. On offre des fleurs, des bijoux, des cadeaux. Et si on rencontrait le grand amour au travail? Oui, c'est un sujet tabou. Elle nous en parle.
Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Oui, bientôt. Évidemment, c'est une sorte de rituel. Alors, il n'y aura pas de restaurant. Les restaurants n'ouvrent pas pour la Saint-Valentin, on vous le dit. Voilà, un petit repas à la maison. Voilà, c'est une commande, évidemment, et une livraison. En tout cas, on parle d'un sujet qui est un peu tabou, mais dont finalement, dont beaucoup parlent à la cafette, dont vous nous avez parlé. Oui. C'est l'amour au travail, c'est rencontrer... À la machine à café. À la machine à café. C'est c'est rencontrer le grand amour ou le petit amour, parfois aussi, il faut le dire. Aussi. Il y a le grand amour. Mais là, on parle de Saint-Valentin. Vous êtes une romantique, Fanny. Mais bien sûr. C'est ça. Je vois des cœurs partout. C'est ça. Donc, c'est le grand amour. Vous avez choisi le grand amour. Exactement. On va prendre un petit peu d'avance sur dimanche, mais c'est vrai que voilà, cette saison, l'amour et l'amour au travail et plus largement dans le cadre professionnel. Alors, c'est vrai que certains, et ils sont nombreux, un Français sur 4 apparemment s'inscrirait sur un site de rencontre, alors qu'il est peut-être là, sous votre nez. L'amour peut vous foudroyer à côté de cette fameuse machine à café ou de l'imprimante. L'amour au bureau, un sujet tabou, comme vous le disiez, oui, qui fait l'objet de nombreux fantasmes. Et pourtant, c'est surtout une réalité. Un Français sur 2 aurait déjà une fois en tout cas, une relation amoureuse dans le cadre de leur travail. Résultat d'une étude réalisée par l'agence d'intérim en ligne CAPA. Et sur ce point, les hommes semblent plus nombreux, ils sont 59%. Ah ouais. Alors que les femmes, seulement 43%, des pourcentages qu'on pourrait pondérer, puisque 19% des femmes ne se prononcent pas sur la question, la pudeur. Plus subtil, les femmes, beaucoup plus subtil, moins cash. Comment on explique cette love story au bureau? Pourquoi ça marche si bien? C'est vrai que le bureau semble être un lieu très propice aux rencontres. Ah oui. Peut-être parce qu'on y passe beaucoup de temps, à minima 8 heures par jour. Mais l'entreprise est aussi une micro-société. C'est vrai qu'on est entouré de personnes qui nous ressemblent, finalement. Vous connaissez l'adage, qui se ressemblent. Ça semble. Voilà, on sort souvent des mêmes écoles, on partage les mêmes préoccupations, les mêmes projets, les mêmes dossiers, on parle le même langage, les points d'accroche sont assez faciles à trouver, sans compter qu'on est aussi à son avantage. Et oui, on se soigne pour aller au bureau, on s'habille bien, on parle bien. La plupart du temps, on cherche à être à son avantage, si ce n'est être le meilleur. Il y a aussi les jeux de pouvoir qui contribuent à renforcer l'attraction. Pas étonnant donc que au bureau aussi, Cupidon décoche quelques flèches. C'est banal ou c'est illégal tout ça? Alors banal, oui, puisque un Français sur 2 déclare avoir vous déjà parlez eu une relation. Vous parlez de grand amour, il y a aussi le petit amour, je leur dis. Mais voilà, une petite histoire, quoi. Moi, je parle des vraies love stories. Celle qui va peut-être, qui va aller au mariage, quoi. Voilà, espérons-le. Ouais. C'est légal ou pas? En tout cas, rien ne nous interdit d'avoir une relation avec notre collègue de bureau, surtout pas la loi. Vous ne pouvez pas être licencié, par exemple, parce que vous fréquentez un collaborateur. Légalement, donc, rien ne vous oblige non plus à révéler votre liaison à votre patron, car cela fait partie de la sphère privée. Ça, c'est en France. Ça, c'est en France, ce qui n'est absolument pas le cas aux États-Unis, où là, vous pouvez vous faire renvoyer si vous avez une relation avec un collègue, un manager. D'ailleurs, le PDG d'Intel en 2018 et le CEO de McDonald's en 2019 en ont fait l'amère expérience. Il y aurait d'ailleurs dans le règlement intérieur de ces entreprises, pour les managers, en tout cas, une clause de non-fraternité. J'aime beaucoup cette de non-fraternité. Donc en France et ailleurs, mais encore plus peut-être en France, vivons heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que voilà, la discrétion, clairement, on s'embrasse dans le parking, quoi. Qui est systématiquement donnée dès lors qu'un couple se forme au bureau. Mais la vraie discrétion, celle où il n'y a pas d'effusion de mots doux à travers l'open space. Pourquoi? Parce que l'entreprise, avant tout, c'est un endroit pour travailler peut-être. Et même, voilà, si le quand dira-t-on ne nous fait pas peur, impossible d'imaginer qu'un collègue ne va pas vous faire des remarques. Et quand elles sont très fréquentes, ça peut devenir pesant. Et puis aussi, on pense aux suspicions de favoritisme, surtout si l'un des deux protagonistes est le supérieur hiérarchique de l'autre. Donc faites attention. Dans un récent sondage de l'éditeur de CV en ligne Zeti, 75% des personnes interrogées disent avoir tenté de garder leur relation secrète aux yeux de leur père, mais dans 82% des cas, ils ont fini par le savoir. C'est l'effet radio-moquette. C'est radio-moquette, les petites rumeurs près de la machine à café. Paradoxalement, c'est dans les grandes entreprises qu'il est plus difficile de dissimuler sa relation amoureuse aux autres. Vigilance accrue, peut-être, vous faites plus attention. Dans une petite structure, en tout cas, et puis dans une grande, mais il y a plus de monde, donc
plus de risques de se faire prendre en flagrant délit. C'est sans doute pour ça. Fanny, quand arrive l'hiver, d'ailleurs vous me faisiez penser au film Un éléphant, ça froid. trompe énormément, avec Jean Rochefort, vous savez, avec le malentendu de sa secrétaire qui pense qu'il est tombé amoureux d'elle alors qu'en fait il est amoureux d'une autre femme. Parenthèse. Quand vient l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un jour on se dispute, un jour on rompt, Bah oui. et patatras. Il paraît que l'amour dure 3 ans, ça je ne sais pas, des fois c'est beaucoup moins, des fois c'est beaucoup plus. Une chose est sûre, c'est que, bon, voilà, l'amour n'est pas sans risque et sans être oiseau de mauvais augure. Des fois, ça se termine. Donc là, c'est pas évident à gérer. Gardez une chose en tête, peut-être avant de vous lancer dans une histoire avec l'un de vos collègues de bureau. Gardez cette question et surtout cette image en tête. Êtes-vous prêt à travailler en face de votre ex? C'est insupportable. Surtout quand ça se termine très mal. Tout ça, c'était avant. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le Covid, confinement, tout le monde se plaint. Il y a des reportages où on voit des gens, des jeunes notamment, tout tristes, qui disent ça a un peu bloqué mes relations amoureuses. Bien sûr. Patatras aussi. Et au travail aussi. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de lieu de travail. C'est vrai que depuis bientôt 1 an, les Français ont pu goûter aux joies et aux déboires du télétravail. Des collègues, des managers, des clients à distance, le téléphone, le mail, la visio comme seul point d'accroche. Fini les séminaires, les after-work. C'est là où beaucoup de personnes se rapprochaient. L'amour au travail, mais à distance, ça ne favorise absolument pas les rencontres, ni la séduction, ni la spontanéité des premières fois. Plus de 6 femmes sur 10 estiment qu'il n'est plus possible du tout de trouver l'amour au travail. Selon une étude CAPA, l'étude que je citais un petit peu plus tôt, les hommes un petit peu plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur au bureau. Bon, le télétravail a quand même des avantages. Eh oui. Lesquels? Il y en a un. La fidélité. C'est ce que notent les personnes interrogées par CAPA. Ils n'ont pas le choix. Près de 3/4 des sondés considèrent que le télétravail a réduit considérablement les relations extra-conjugales. Oui, beaucoup de couples se forment au travail, mais le souci, c'est que la règle fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez être en couple et rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail, et dès lors, les couples se défont. Oui, vous voyez la petite histoire, histoire d'amour. Je vais vous chanter la chanson Faites l'amour au travail, au bureau, mais je le ferai pas. Allez-y si vous voulez. Non, je ne le ferai pas. Je le garde pour moi. Ça va être ridicule. Je vous remercie, Fanny. C'est la Saint-Valentin dimanche. Là, on n'est pas au travail ni en télétravail. On est chez soi. On est chez soi. Voilà, c'est l'occasion de partager un moment agréable avec son ancienne collègue de bureau devenue sa femme. Sans Valentin, si on est sans Valentin, eh bien. Vous allez faire une petite balade. Vous pouvez croiser aussi l'amour au coin de la rue. Tout à fait. Sur un chemin, dans une forêt, à Saint-Cloud. Enfin, baladez-vous. J'y crois. Soyez attentifs. Oui, Fanny, nous sommes à vos côtés. Fanny Griesmer pour sa pause café. Ça sera la semaine prochaine. Maintenant, on se retrouve lundi après la Saint-Valentin. On fait une petite pause, très courte pause. On se retrouve après pour le cercle, le débat avec les experts de Smart Job. On s'intéresse au rapport de l'ANDRH. C'est un rapport tous les 6 mois, justement sur l'état, j'allais dire presque psychologique de nos DRH, et puis sur le rapport des entreprises au licenciement. Vous allez le voir, les chiffres ne sont pas si mauvais. On va en parler. Puis on reviendra sur le confinement, reconfinement. Le pouvoir exécutif reprend la main. On va le commenter, évidemment. C'est une incidence sur vos vies personnelles et sur vos vies professionnelles. C'est dans quelques instants et c'est le cercle RH. À tout de suite. Le cercle RH, c'est notre débat, c'est le débat du vendredi avec les experts de Smart Job. Je vais vous les présenter évidemment. Il y a 2 sujets importants. Il y a ce rapport de l'Association nationale des DRH qui fait une sorte de photographie de la situation des entreprises, et on va parler de l'état psychologique des DRH à l'instant T, avec des entreprises qui, pour une grande majorité d'entre elles, on va le commenter, n'ont pas prévu de licencier, de se séparer de collaborateurs pour une grande majorité d'entre elles. Et ça, c'est un signe assez positif de notre situation économique. Puis on parlera du confinement, reconfinement. C'est un débat qu'on a souvent le vendredi, avec les stratégies vaccinales et politiques du gouvernement. Alors c'est vrai que l'exécutif semble reprendre la main, les blouses blanches, on les remet au placard, et c'est le politique qui décide. Bon, on est évidemment à 1 an et demi d'une élection présidentielle, ça n'aura échappé à personne. Je vous présente Aude de Castet. Merci Aude d'être avec nous. Vous êtes une nouvelle experte sur ce plateau, vice-présidente du think tank Démocratie Vivante, très engagée sur ces questions de démocratie, engagée aussi dans la vie politique, c'est ça, non Oui, je suis élu terrain, comme on dit, puisque je suis au premier échelon comme conseillère municipale dans un petit village en Seine-Maritime,
à Sasto le mot conduit. Oh bah bien sûr, Sasto le mot conduit. Qui ne connaît pas Sasto le mot conduit? prochaine. J'y vais régulièrement. Pays des hautes falaises. Oui, bien sûr, très célèbre. Sasto le mot conduit. Je garde ce petit village que je ne connaissais pas, pour être honnête. Avec À vos côtés, il rit beaucoup. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale Bonjour, des DRH, en première ligne CDRH, avec votre étude, votre rapport qui est assez instructif, et puis cette tribune dans les Échos qui n'aura échappé à personne. Les DRH ne doivent pas être les boucs émissaires du système, d'une manière de le dire assez subtilement, pour dire on est en première ligne, on prend des coups. C'est pas simple d'être DRH en ce moment. En ce moment, c'est un peu compliqué. Vous vous êtes révélé, mais c'est vrai que c'était un métier en ce moment à haut risque, et sans revenir sur ce fait divers dramatique d'il y a quelques semaines. François Vigne, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez vu, je fais d'énormes efforts sur l'acronyme. D'abord, un mot, Benoît Serre, je me permets de vous donner la parole, sur ce rapport qui a été dévoilé hier. Il est un peu dans la continuité de celui de septembre dernier. Oui. C'est 78% des chefs d'entreprise, des DRH qui représentent des entreprises de différentes tailles, qui disent nous n'avons pas envisagé, nous n'envisageons pas de nous séparer de collaborateurs. Alors, à ce stade, effectivement, la NDRH fait une enquête à peu près tous les 3 mois pour les mêmes questions depuis le début de la crise Covid, pour essayer de voir comment les choses évoluent. Il y a des choses qui évoluent, peut-être qu'on en parlera, mais sur ce plan-là, elles évoluent assez peu. Alors, on a 2 interprétations. La première, c'est que les différents dispositifs mis en place par le gouvernement permettent d'éviter des licenciements massifs. Et donc, je parle sous contrôle de François Vigne, mais la réaction de l'entreprise est très différente de celle de 2008, où ils étaient allés à la grenade tout de suite. Il y avait une très grande angoisse. C'est une interprétation, je dirais, optimiste. L'interprétation un peu plus pessimiste qu'on pourrait avoir, c'est que l'économie française est quand même sous perfusion, que la crise est encore là. Donc, autrement dit, les entreprises sont encore dans l'instabilité. Et donc, elles ne peuvent pas prendre de décisions aussi structurantes que le fait de réduire des effectifs, tant qu'elles n'y voient pas plus clair sur leur avenir. C'est pour ça que on reste très vigilant, parce qu'on se dit, si en septembre, qui est à peu près la date projetée pour imaginer que ça aille un petit peu mieux sous réserve de variants, etc., peut-être que c'est là que la facture sociale va tomber, même si, pour terminer, on a aussi noté que cette volonté des entreprises, donc via les fonctions RH, c'est aussi une manière d'essayer de trouver des solutions non contraignantes. Et ça posera la question, qui est un deuxième point du rapport qu'on met en avant, qui est celui de l'emploi des seniors. C'est vrai que c'est un vrai sujet. On en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau, un peu les oubliés finalement. Les jeunes sont beaucoup aidés aujourd'hui. L'alternance fonctionne bien, mais c'est vrai que les seniors, c'est près d'1 million de seniors, 964 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, souvent des personnes dans le chômage de longue durée. François Vigne, sur ce rapport de la NDRH, vous ne l'avez pas dépouillé au millimètre, mais est-ce qu'il y a cette idée quand même assez intéressante de dire, tant qu'il y a les amortisseurs sociaux, les entreprises, et donc pas de visibilité, les entreprises ne s'engagent pas, ne prennent pas de décision. Donc il y a le côté positif, mais il y a le côté négatif. Quand on retire la prise, l'entreprise dit là j'ai plus le choix, il faut que je licencie. Et c'est pas le moment, enfin c'est pas l'heure. Je pense que les 2 analyses de Benoît sont vraies. Je dirais, les entreprises, d'une part, ne vont pas si mal et essayent de faire des efforts. Par ailleurs, elles sont en effet sous perfusion. Et il y a surtout un troisième élément également, qu'il peut y avoir des licenciements dans des petites entreprises qui n'ont pas forcément la taille. Et il y a toute une partie aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le cadre, qui eux peuvent dans des situations difficiles. Donc ça, c'est un troisième élément. Mais en tout cas, je pense que la conclusion, c'est qu'il faut maintenir les dispositifs aussi longtemps que nécessaire. Et il faudra accompagner la reprise, qui peut être bonne et qui peut nous offrir des perspectives importantes de croissance, par le maintien des dispositifs pour éviter justement, au moment de la reprise, qu'il y ait des licenciements. Oui, qu'il n'y ait pas de cette rupture terrible entre le soutien massif et puis tout d'un coup un décrochage. D'autant plus que la reprise devrait pouvoir être forte, puisqu'il y aura une forte volonté des gens de vivre et de revivre. Et donc la consommation, parce que c'est évoqué. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ce point de passage, pour éviter une rupture qui serait désastreuse. De Castel, juste un mot. Laurent Berger évoque l'idée quand même, et je vous redonne la parole, Benoît Serre, mais je sais que vous avez été engagé au sein de la CFDT, je ne dis pas de bêtises. Il y a 20 ans, 30 ans, 27 ans? Non, je collabore avec un ancien dirigeant de la CFDT, Jacques Bontemps, c'est ça. Dans le cadre de mes activités Démocratie Vivante, et on a publié une 12aine. Vous voyez que j'ai bossé mon dossier. Mais je ne suis pas cadre dirigeante de la CFDT. Je n'ai pas engagé à la CFDT. Il dit qu'il faut quand même réfléchir à l'après. C'est-à-dire comment on invente l'après. Une fois que le système social repart à la normale, qu'il n'y a plus de chômage partiel, d'aide massive,
comment vous regardez cette situation? Parce qu'il y a quand même cette incertitude d'entreprise qui, pour l'instant, au moment où on se parle, la photographie est positive. En tout cas, si on, Oui, voilà, la oui, et photographie est bonne. c'est assez étonnant parce qu'effectivement, on voit bien que les salariés ont peur. Les salariés souffrent. Les cadres de moins de 35 ans, il y en a 1 sur 2 qui craignent pour leur emploi. 35% des cadres ont l'impression que leur carrière est bloquée. Donc il y a quand même, si la crise économique n'est pas là, on la pressent, et en tout cas, les prémices de la crise sociale, eux, sont bien là. Et donc c'est très intéressant, Benoît Serre, ce que vous dites avec ce rapport, parce que ça peut calmer une certaine inquiétude qui est quand même généralisée dans notre société, et encore plus dans le monde de l'entreprise et auprès des salariés. Il y a une sorte d'incertitude là en février. C'est ce que vous évoquez dès le début de cette émission. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on a envie de s'enflammer des chiffres que vous proposez, qui sont très bons, 78%. Et ceux qui annoncent des licenciements, pour être précis, ils disent qu'ils ne se séparent que de 10% de leurs collaborateurs. Ça veut dire qu'ils ne ferment pas leur entreprise, mais font des ajustements. Il faut le voir positivement ou négativement. Est-ce qu'on est en train comme ça d'avoir une sorte de feu qui couvre sous la cendre, avec des cadres inquiets, avec des salariés précaires, avec des étudiants qui galèrent? Ce climat n'est pas propice, je dirais, à l'espoir. C'est un peu une lapalissade, ce que je vais vous dire, mais tout dépend du niveau de la reprise. Eh oui. François Vigne l'évoquait, les entreprises ne se séparent pas aussi de leurs collaborateurs, pour la raison que j'ai évoquée, mais aussi une autre, qui est que si la reprise est forte, comme certains ont l'air de le dire, ils auront besoin des compétences, sinon ils vont rater le coche d'une certaine manière. Ce qui est inquiétant, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est que, très honnêtement, on sent quand même que la crise économique, on verra. Mais la crise sociale, on va la prendre. Oui, et vous l'évoquiez ça, les 4 crises. Hein. Parce que on est dans une situation, d'abord en septembre, on sera quoi? On sortira de 2 ans, quasiment 2 ans, épouvantables sur un plan psychologique des gens. On aura un phénomène de décompensation, comme disent les psychiatres. Exact. Vous aurez un autre phénomène qui est, il ne faut pas le perdre de vue, les mécontentements qui existaient avec les gilets jaunes, avec tout ça. Rangés dans la toujours poche. là. Bah pour oui. le moment, ils ont été écrasés. Et puis, on voit bien, dès que les pouvoirs publics évoquent l'idée de la retraite, l'idée de l'assurance chômage, hop, l'incendie reprend. Donc, et on se doute qu'ils vont le faire. Les retraites, oui, ça a l'air très, très engagé. C'est des choix politiques, mais ils vont le faire. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on sera, il ne faut pas le perdre de vue, en septembre, en pré-campagne présidentielle. Et qu'en France, c'est toujours un psychodrame, avec, évidemment, un niveau de tension sociale qui sera politisé. Donc, cette espèce de choses-là, c'est ce qui nous pousse, nous, la NDRH, à ne cesser de répéter au pouvoir public, qu'on a l'immense honneur de les rencontrer, de dire... Laissez la liberté aux entreprises de s'organiser sur le télétravail, sur la formation, sur tout ce que vous voulez, sans être... Enfin, fichez-nous la paix. De la souplesse, parce que bien sûr. Le contrôle du climat social se fera sur le terrain, dans chaque entreprise. Parce que si on est trop national, alors on ne contrôlera plus rien. C'est la conviction qu'on a. Oui, c'est vrai. Et puis on nous impose, on a ce discours on nous impose, et ça ne correspond pas à nos Le dialogue réalités. social dans les entreprises pendant cette crise, c'est incroyablement bien passé. Je veux dire, il n'y a pas eu de problème. Juste un mot. Dans les entreprises et en dehors des entreprises. Oui, la vitalité du dialogue social pendant la période. Le fameux dialogue social. Exactement. Ça s'est bien passé dans les entreprises, mais dès qu'on monte au niveau national, viennent se heurter des débats très politiques et parfois idéologiques. Oui, on a eu des années, en particulier sur le télétravail. Oui, non contraignant, il faut le préciser. Non contraignant, mais quand même, les partenaires sociaux se retrouvent... C'est Bruno Le Maire qui avait raison, parce que le grand discours de Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, presque à contre-emploi, Bruno Le Maire, quand il le dit, mais il dit, mais ces amortisseurs sociaux, cet argent dépensé qui crée une dette colossale, c'est ce qui va nous permettre de repartir et de relancer notre économie en sauvant nos emplois et donc la consommation. C'est très à contre-emploi pour un Bruno Le Maire qui se défendait être un candidat libéral lorsqu'il était candidat à la primaire à droite. Mais passons, c'est intéressant ça. Oui, bien sûr que c'est intéressant, mais encore ce qui nous permet, c'est que l'ensemble des pays réagissent également de la même façon. On n'est pas les seuls à faire ça. Et donc c'est ce qui nous permet collectivement encore de gérer cette crise de façon aussi intelligente que possible. Et sachant que je partage le même credo que votre association, et donc Benoît, et je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux entreprises, aux chefs d'entreprise, pour gérer avec les partenaires sociaux ces problèmes. C'est évident. Et par ailleurs, j'entends juste beaucoup, on parle toujours de craintes, etc. Je pense qu'il faut arrêter d'attiser les craintes. On est dans une société à fleur de peau. Nous sommes là aujourd'hui plutôt, on peut déjà se satisfaire d'une chose. Il y a le chômage a peu monté.
on devrait s'en satisfaire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes trouvent un emploi. On devrait, au contraire... Une alternance, si je peux me permettre. Oui, une alternance. Mais on devrait, au contraire, mettre ça de façon positive et à nous de trouver un chemin de crise qui ne soit pas un chemin de crise difficile pour les gens. C'est à nous. Et donc, donnons l'espoir plutôt qu'attiser les craintes. Il y a beaucoup... La société est beaucoup trop anxieuse. Et l'économie fonctionne sur Et l'espoir. beaucoup trop anxieuse. Aidons-les, au contraire, aidons-la à prendre espoir et à garder l'espoir. C'est vrai, et le chômage n'est pas si élevé. Juste au Newscasté sur les seniors, on a une crise avec des alternants, 450 000. On avait le député Sylvain Maillard qui nous donnait un chiffre précis sur les alternants. Plus compliqué pour les jeunes qui sortent d'école et qui cherchent un emploi. Les choses sont un peu plus compliquées. Parlons quand même des seniors. Démocratie vivante, c'est le nom de votre think tank. Il y a des seniors qui se sentent un peu comme ça, posés sur la branche, qui ne trouvent plus de boulot, dont on dit qu'ils sont trop chers, pas formés. C'est une angoisse quand même très forte. 1 million de seniors au chômage. Hein. Tout à fait. Et puis également, au niveau de l'employabilité des seniors. Et quand on dit seniors, il faut savoir de qui on parle. À quel âge vous commencez? Parce que si vous êtes une femme et que... On est un peu senior, nous, finalement. Et que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'êtes pas cadre, vous êtes senior à 35 ans, je peux vous dire que votre employeur ne va pas vous financer de formation. Donc, c'est ça aussi le problème. On est 7 à 8 points en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en matière d'employabilité de nos seniors. C'est quand même un problème crucial. Mais vous l'expliquez comment? Parce que cette question des seniors, on reviendra sur l'aspect psychologique des DRH qui en prennent un peu plein la gueule, et je mets des guillemets. Non, mais c'est important de le signaler quand même. C'était un poste qui était dans l'ombre, on n'en parlait pas beaucoup, puis depuis quelques mois, on ne parle que de vous. Mais en parlant beaucoup de vous, ça génère évidemment quelques tensions en interne. Mais sur ces seniors, vous dites, la NDRH fait focus sur ces seniors. Pourquoi décider d'en parler maintenant? Il y a danger, il y a urgence? La NDRH a focusé sur les seniors il y a 2 ans. Quand l'index égalité est sorti, on a dit attention, on traite toutes les discriminations à l'embauche partout pareil en France, on les fait toutes sauf une, la première en nombre, qui est celle des seniors. Et on avait demandé la création d'une sorte d'index senior pour essayer de créer un mouvement. Le gouvernement nous avait répondu par la création d'une commission qui était présidée par Sophie Bellon, la présidente de Sodexo, qui a fait des propositions qui étaient assez intéressantes. On avait été d'ailleurs auditionnés par ça. Et puis après, ça s'est arrêté. Pourquoi on avait fait ça? J'ai un tout petit point d'histoire. C'est qu'au moment où il avait annoncé sa réforme des retraites, le président de la République avait eu une question d'un journaliste sur ce point-là. Et il avait dit, il faut bien sûr résoudre le problème de l'emploi des seniors avant d'attaquer les retraites. Et quand on a vu apparaître la réforme des retraites, on a dit, c'est marrant, vous avez oublié la première partie de la proposition. Et on pense, nous, NDRH, que c'est dans notre rôle. Pourquoi on remet le focus là-dedans? À la fois pour les raisons qui ont été évoquées, et puis pour une autre raison, qui est que si les entreprises trouvent des solutions de réduction d'effectifs négociées, liées à la digitalisation, liées à la crise, souvent, c'est les seniors elles qui vont prennent, forcément faire ce qu'on appelle des congés de fin de carrière, qui sont protectrices pour les seniors. Dans les grandes entreprises, c'est protecteur, ça les amène jusqu'à la retraite, donc ça s'entend. En revanche, vous aurez le même phénomène dans les PME, qui, elles, n'ont pas les moyens de mettre la même chose. Et donc, la chose dont on a l'air, c'est de dire, il va y avoir un drame sur les seniors. Comme vous l'avez dit, la France est en retard sur l'emploi des seniors par rapport à tous les pays d'Europe, quasiment. Et surtout, dans les PME, ce sera des drames sociaux. Les EDC, je donne la parole à Aude de Castet, mais les EDC, parce que là je parle aux chefs d'entreprise, je ne sais pas si vous recrutez les seniors, la finance, il y a plutôt l'image d'Épinal des jeunes branchés qui sont la tête dans les écrans, enfin, je ne sais pas, vous recrutez besoin des deux. Vous avez besoin des deux? Non mais je ne sais pas, je vous taquine. Les seniors apportent une autre expérience, ils apportent leur expérience, ils apportent du recul, ils peuvent apporter des contacts aussi. Donc bien sûr qu'on recrute également des seniors, et bien sûr qu'on continue à employer des seniors. Et les EDC sur cette question, juste une question, parce que ça m'intéresse. Une fois qu'on a posé le diagnostic, donné le chiffre du nombre de seniors au chômage, de ceux qu'on fait sortir des entreprises à partir de 47, 48, 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme pour les jeunes, on incite le chef d'entreprise que vous êtes à des aides massives au risque de, encore une fois, de gréver notre dette, en disant quand vous embauchez un senior, non mais c'est le débat qui est posé sur les deux bouts de la chaîne. Qu'est-ce que vous proposez? À la fois sous je dirais des aides, et par ailleurs beaucoup la formation. Enfin, nous croyons, nous, aux EDC, que nous sommes là pour faire grandir nos salariés. Et les faire grandir, c'est les faire grandir tout au long de leur carrière. C'est pas s'arrêter de les faire grandir à partir de 35 ans. Ils doivent croître. Et on est là pour leur permettre de réaliser, et de réaliser leur plein potentiel. Ils sont créés à l'image de Dieu, tous nos salariés. Et donc on veut véritablement créer aujourd'hui, leur donner toute leur divinité. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, avant qu'ils aient le droit, évidemment, au repos le moment venu. Mais donc, nous sommes là pour faire grandir, pour leur permettre de croître, de gagner en compétences. Vous évoquez le repos éternel. Bien sûr, mais ça, le repos et l'éternité, qui est aussi la vie éternelle, parce que derrière le repos, il y a la vie éternelle. J'entends bien, non, mais il y a un débat philosophique que vous lancez. Aude de Castet, pour revenir sur Terre. En attendant. Le DRH de Dieu. Le DRH de Dieu, c'est une question. On lui posera la question quand on sera tout là-haut. Concrètement, il y a un débat des aides, parce que là, on a beaucoup donné d'argent
aux entreprises, 8 000, 4 000 euros en fonction de l'âge, jusqu'en master, presque jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on fait le même dispositif? Est-ce qu'on invente un même dispositif pour une entreprise à qui on dit, si vous embauchez un senior avec lequel vous allez faire un petit bout de chemin, on va vous accompagner sur des aides à l'emploi, qui ne sont pas des salaires au SMIC, il faut le préciser. Non, mais oui, effectivement, il faudrait des aides publiques. Oui, mais... Parce qu'il faut vraiment un changement de mentalité total. Il y a aussi effectivement changé les lunettes sur notre vision des seniors, c'est clair, et de leur emploi. Mais quand on pense, vous parliez de la réforme des retraites, qu'à 62 ans, vous en avez 1 sur 2 qui est actif. Oui. Avant de reculer l'âge de départ à la retraite, mettons plus de seniors au travail. Quel vaste sujet que vous lancez. Mais oui. Non, mais c'est un vrai sujet. On est loin des DRH, enfin, demandez aux gens de travailler jusqu'à 63 ans. Qui avait été commandé. Non, mais 63 ans, mais on quitte à 55. Il faut qu'on soit plus nombreux au travail avant d'envisager de travailler plus longtemps. Avec une étude problématique à court terme qui est également la gestion de la crise Covid, parce que les salariés les plus seniors sont le plus à risque. Donc ça, c'est un tout petit également un aspect à traiter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez moins de risques avec des jeunes de 25 ans qu'avec des personnes de 65, de 60-65 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer aussi. Quand on est chef d'entreprise, on est également parfois dans les grandes idées et parfois dans le petit détail. Ouais. Et aujourd'hui, il faut aussi gérer cette problématique. Comment on assure la santé et la bonne protection de tous nos salariés, y compris les plus seniors. Sur ce sujet, on propose 2 choses en fait. On propose exactement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on a été capable de mettre en place un plan jeune. Faisons un plan senior. Ne perdons pas d'ailleurs que les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi sont des gens qui souvent sont financés par leurs propres parents. Donc quand un senior tombe au chômage à 55-56, c'est 2 générations par 3 qui sont touchées. Premier point. Le second point, c'est que arrêtons, et je ne sais pas pourquoi ça sort cette histoire-là, arrêtons de considérer les gens comme seniors à 45 ans. C'est des chiffres, l'étude de l'INSEE. Non, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est l'INSEE. Ça les met dans une case. C'est dingue. Or, je parle sous votre contrôle, mais la problématique réelle de l'emploi des seniors, avec la comparaison au CDE qui a été faite, se pose à partir de 55. Et lorsque vous avez fait un minimum d'études, à 45, vous êtes à la moitié de votre vie professionnelle. Donc c'est déjà terrible. D'ailleurs, le rapport Belon proposait qu'on arrête de parler de seniors et qu'on parle de personnes expérimentées. Je suis d'accord. C'est le mot qui est discriminant. Voilà. Donc les deux sujets. Mais sur l'histoire de la dette, moi je n'en sais rien, mais sincèrement... Elle est là, la dette. Oui, mais la dette sociale sera beaucoup plus coûteuse si on passe pas à 1 sur 2, mais à quasiment 2 sur 2, au-delà de 60 ans au chômage. Donc il y a un moment, il va falloir le faire. On a su le faire pour les plans jeunes et ça marche plutôt, tant mieux. Juste un petit point, 495 000 contrats d'apprentissage, 5 000 dans l'État. Toujours l'État qui joue le mauvais élève. Enfin, c'est pas pour dire, mais sur tous les sujets. Pourquoi je dis ça? Comme on s'est fait un peu enguirlander sur le télétravail par le Premier ministre, je rends hommage au Premier ministre, on rappelle quand même que 495 000 contrats, 490 000 sont issus du privé. Et 5 000 seulement du public. Et 5 000 du public. Donc ils n'ont moins joué. Donc il y a quand même un petit sujet d'exemplarité. Ça me réjouit plutôt. Enfin, je préfère que les emplois soient créés dans les entreprises qu'au sein de l'État. Oui, mais bon. Enfin là, il aurait pu montrer l'exemple, l'État. C'est ce que vous voulez dire. Donc on a fait un plan jeune. Nous, on appelle à ça. Juste d'un mot chacun. Malheureusement, le débat est passionnant. J'ai pas pu traiter, j'en étais certain, d'ailleurs, le thème d'Emmanuel Macron qui reprend en main, je dirais, sa communication autour du Covid. Oui, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport de confiance par rapport à ces choix stratégiques? On était dans une sorte de déprime incroyable il y a un mois, puisqu'on nous annonçait que tout allait fermer. Vous vous rappelez, vous étiez là. Benoît Serre était là. Aujourd'hui, on nous dit, on est sur un plateau. Est-ce que ça joue pour le chef d'entreprise que vous êtes dans la confiance des marchés, dans la confiance de l'économie, au-delà des enjeux politiques, parce qu'évidemment, personne n'est dupe? Aujourd'hui, les gens ont vu avec un certain effroi arriver un nouveau confinement. Et aujourd'hui, les gens se trouvent soulagés, pour l'instant, par le fait qu'il n'y ait pas de confinement. Et je pense qu'il faut arrêter de les faire vivre dans la menace permanente d'un reconfinement. D'autant plus qu'aujourd'hui, les chiffres ne justifient pas un confinement et que par ailleurs, si on dit qu'il y a un confinement nécessaire pour stopper les variants, de toute façon, les variants sont là. Donc il est trop tard pour les stopper. C'est clair. Sauf sans doute dans certaines régions, peut-être en Bretagne, la Moselle, etc. Et la Moselle. Non, mais en modèle, il est là. De toute façon, aujourd'hui, il faut arrêter de raisonner d'abord de façon au niveau national, il faut raisonner par région. Les variants sont là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout gérer, c'est nos capacités hospitalière de façon à pouvoir gérer les cas graves et ce qu'on peut faire. Et en revanche, il faut arrêter de menacer tous les jours les gens d'un confinement. Ça crée des angoisses terribles. Oui, mais justement, l'annonce du président de la République du non-confinement, eh bien, elle est très importante. Parce que d'une part, ça restaure le primat du politique. Alors, c'est vrai que... Pas trop tôt, si je peux me permettre. Ça fait presque un an que les blouses blanches parlent à la place et des comités d'éthique. Mais je m'autorise. On ne s'est peut-être pas assez rendu compte à quel point, il y a un peu moins d'un an, il y a eu une sorte de révolution dans l'histoire de l'humanité, puisque pour la première fois de notre histoire commune, l'homme est passé avant l'économie.
Alors, moi, j'ai interviewé Augustin de Romanet, PDG d'ADP, qui me le faisait remarquer il y a quelques jours, et c'est vrai que c'est assez fondamental. Alors, c'est vrai que depuis on était gouverné par ce satané virus et par les médecins, et puis là, le président de la République a restauré ce primat. C'est terminé, j'en suis désolé, mais à condition que dans 3 semaines, le président ne redonne pas les clés. Non, il a ouvert mentalement. Voilà. Maintenant, il a ouvert mentalement. Donc, ça veut dire il y a une rupture. Les musées, progressivement, se réouvriront. Peut-être qu'on aura des régions qui vont se reconfiner localement. Par région, en fonction des zones. Mais mentalement, on est ouvert. Le président de la République a posé là un acte de confiance dans la responsabilité individuelle. On est embarqués au service ensemble, du collectif. C'est vrai. C'est quand même fondamental. 10 secondes, Benoît. Un mot, juste un point, je prends tout ça est exact et sous l'effet de la prise de conscience. Et c'est heureux du président de la République que la crise psychologique est installée. C'est vrai. Qu'elle va être 10 fois plus dévastatrice si on n'y fait pas quelque chose que la crise Covid elle-même, parce que ce sera sur un temps long. Oui, mais c'est vrai que le président a été informé avec ses visiteurs du soir de lui dire la situation est grave, très grave. Et c'est bien que l'espèce de dictature médiatico-sanitaire, c'est vrai, avec des professeurs de médecine qui s'engueulaient en longueur de plateau, c'était un peu fatigant. C'était un plaisir de vous accueillir. Benoît Serre, merci, vice-président de la NRH, senior partner au BCG, je ne l'avais pas précisé. Merci à Aude de Castet, vice-président du think tank Démocratie Vivante. Vous revenez quand vous le souhaitez de votre joli petit village de Seine-Maritime, dont le nom m'échappe déjà. Sasto, le mot conduit. Voilà, Sasto, le mot conduit sera le mot du jour. François Vigue, merci d'être venu, fondateur associé Sycomore Corporate Finance, membre dirigeant des EDC, entreprises et dirigeants, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous savez, j'échite toujours. Tout de suite, c'est notre livre. Nous sommes très en retard et vous allez voir, c'est la rhétorique. Ça va forcément vous intéresser. Comment devenir un excellent orateur? Eh bien, on a un auteur. Il nous parle en visio de Londres et il est l'auteur d'un livre. Il est avec nous. Le livre de Smart Job, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Écoutez, ça pose déjà un homme quand on fait un titre comme cela. Mettez vos idées en discours et votre public en mouvement, édition Erol. Nous avons l'auteur, Victor Ferry. Victor est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous parlez de Londres, je crois, ou de Bruxelles. De Bruxelles. Oui, c'est pas très très loin, mais encore que c'est sur le continent européen. Votre livre est... Je l'ai lu avec une passion totale, d'abord parce que nos métiers sont des métiers de la rhétorique, évidemment, donc on se sent un peu concerné quand vous en parlez. Il y a une introduction assez riche et historique sur le rapport au pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir, et vous dites en permanence, attention, moi je ne vous forme pas à devenir des bons orateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est le cran au-dessus, votre livre, vous les formez à quoi? À la rhétorique? Ça n'a rien à voir avec le sophisme, parce qu'il y a un débat philosophique là. Oui, je trouvais que c'était important de poser la différence entre ce qu'est un bon orateur et un grand orateur. En fait, le bon orateur se maintient au niveau des techniques. Donc c'est possible de faire un discours qui est très bien structuré, un discours qui va persuader. Mais la différence, c'est que le grand orateur a une vision. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de plonger mon public dans le travail d'écriture d'un manifeste, donc être capable de se représenter une vision de ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde et une vision de ce qu'on voudrait que le monde devienne. Et ça, historiquement, c'est ce qui a fait la différence entre les gens qui parlent bien et les gens qui sont vraiment capables de créer un mouvement. Assouplissez votre pensée avant de dire, commencez par montrer. C'est totalement passionnant. Alors vous l'illustrez avec des exemples évidemment dans votre livre. C'est à la fois de la littérature, c'est très bien écrit, mais c'est aussi extrêmement informatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avant de dire, commencez par montrer. Oui, donc ça c'est une partie qui porte sur la description. Et donc c'est très important de savoir décrire. C'était comme ça qu'on emportait une affaire dans le monde romain. Donc on s'opposait à un adversaire face à un tribunal, et celui qui remportait l'affaire, c'était celui qui était capable de montrer par exemple la scène du crime ou la cruauté du coupable, comme si le public le voyait sous les yeux. Et donc la personne qui est capable comme ça, par son discours, d'allumer le théâtre de l'esprit du public, de leur faire voir ce dont il parle, c'est celui qui est le plus susceptible de les persuader. Et juste, réglons cette affaire tout de suite, parce que j'ai 3 invités qui sont impliqués dans leur vie respective, dans des associations, qui prennent la parole, qui sont des gens actifs. Entre le sophisme et la rhétorique, c'est quoi? Parce que souvent on dit les sophistes, c'est des gens qui vous vendent des glaces dans le désert. Ils ont une telle faculté à s'exprimer, c'est tellement agréable qu'on part avec eux.
il y a quoi? Il y a un peu de mensonge dans la rhétorique ou il y a une vérité profonde? Juste parce que vous en parlez beaucoup de cette question-là. En fait, la rhétorique, c'est une discipline qui est amorale. C'est très important. Donc, il faut faire une différence entre quelque chose qui serait immoral et quelque chose qui est amoral. Moi, mon travail, c'est de former des gens à parler le plus efficacement possible. L'éthique, c'est leur problème. Parce que moi, je ne suis pas un moraliste. L'éthique, c'est le problème de l'orateur. Et donc, une personne qui utilise ces outils pour faire le mal, l'histoire le jugera. Et moi, mon travail, c'est d'aider les gens à être les plus efficaces possibles. Moi, je trouve ça passionnant parce que vous donnez des exemples aussi, qui sont des exemples littéraires, avec la façon dont on va construire un texte et on va l'exprimer alors sous forme romantique, sous forme réaliste. Vous prenez des exemples à travers Zola, à travers Chateaubriand. Qui sont les bons orateurs aujourd'hui ou les excellents orateurs? Quels sont vos modèles à vous, Victor? Parce qu'on a tous des modèles. On observe des hommes et des femmes qui s'expriment à la tribune de l'Assemblée, au Sénat. C'est qui pour vous les modèles? Alors justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que je déconseille aux gens de regarder leurs modèles autour d'eux. Parce qu'on peut avoir une tendance comme ça à devenir une imitation de ce qui se fait dans le contemporain. Et donc, c'est une bonne idée d'aller puiser nos modèles dans la Révolution française, dans l'Antiquité. Quand on lit, par exemple, un discours de Robespierre, un discours de Danton, eh ben, on va trouver des tournures de phrases, on va trouver une force, une puissance, une conviction qui manque un petit peu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça arrive de temps en temps que je sois convaincu par un beau discours. J'ai beaucoup aimé, par exemple, le discours de la reine d'Angleterre. Au début du Covid, j'ai trouvé que là, tiens, il se passait quelque chose. J'ai trouvé encore plus récemment que le discours qu'a fait Arnold Schwarzenegger à la suite de l'attaque du Capitole, c'était quelque chose qui était audacieux. Mais je déconseillerais aux gens de s'éprendre d'orateurs contemporains. Ils ont beaucoup plus intérêt à regarder au-dessus d'eux qu'autour d'eux. Au-dessus d'eux, puis d'aller réouvrir des livres, parce que vous faites beaucoup de références à des orateurs romains qui sont des phrases incroyables. Vous avez un travail de documentation sur ce livre qui est assez riche. Comment on fait finalement pour être bien avec soi-même? Parce que être un bon orateur, c'est aussi se sentir bien avec soi-même. Il y a aussi un travail très psychologique que vous ne développez pas forcément dans le livre. Pour se sentir bien avec soi-même, que voulez-vous dire? Il faut être en phase avec soi-même. Il faut se sentir bien dans son corps. C'est quoi? C'est la voix, c'est les yeux, c'est les mains, c'est sa gestuelle, comme je suis en train de faire là. C'est quoi Alors en fait, j'aurais tendance également à dire aux gens de se concentrer d'abord sur leur vision. Il peut y avoir des orateurs qui font tout le contraire de ce qu'on conseille, du type tenez-vous droit, regardez bien le public dans les yeux, et qui pourtant sont capables d'embarquer le public. Donc je conseillerais beaucoup plus aux gens de se consacrer à leur vision et à leur capacité à raconter, à décrire et à embarquer le public avec eux. Parce que quand on maîtrise cette capacité, des personnes qui ne payent pas de mine, on se rend compte qu'ils peuvent effectivement galvaniser une salle. Qui ne payent pas de mine, c'est intéressant. Donc ça part de l'intérieur, ça part de la pensée, et ça part pas que de l'extérieur. Victor Ferry, bon petit café ou thé de Londres. J'invite tout le monde à lire ce livre. Les trois invités, ils vous ont écouté avec intérêt. 12 leçons rhétoriques pour prendre le pouvoir. Mettez vos idées en discours et votre public en mouvement. Il y a un travail sur le fond, sur quelle histoire vous voulez me raconter. Voilà, racontez-moi quelque chose. C'est très important. Merci à mes invités, Benoît Serre, François Vigne, Aude de Castel, de m'avoir accompagné jusqu'au bout de l'émission. C'est la fin. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à Justine au son. Merci à toute l'équipe, Margot et Pauline qui nous accompagnent. Merci pour leur travail. On se retrouve lundi, évidemment. Bon week-end sur les antennes de Bismarck. Portez-vous bien. Mettez une écharpe, il fait un peu froid. N'oubliez pas les fleurs. C'est la Saint-Valentin dimanche. Bye bye.